Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui fait grand bruit et qui semble ne jamais vouloir livrer tous ses secrets, l'affaire Jeffrey Epstein. Avant de commencer, un petit mot, je ne suis ni journaliste ni enquêteur. Mon but est de vous narrer les faits tels qu'ils apparaissent dans les documents, mais l'erreur est humaine. Certaines zones d'ombre resteront volontairement dans le flou par respect pour la sensibilité de la plateforme. Alors n'hésitez pas à me corriger ou à débattre, toujours avec courtoisie, dans les commentaires. Imaginez, nous sommes à New York. Un homme marche dans les couloirs feutrés des institutions les plus prestigieuses du monde. Il a l'assurance d'un prince, le regard d'un génie et le carnet d'adresses d'un chef d'État. Cet homme, c'est Jeffrey Epstein. Mais derrière les sourires de façade et les milliards de dollars, se cache une vérité si sombre qu'elle semble tout droit sortie d'un cauchemar. Tout commence en 1953, dans le quartier populaire de Brooklyn. Jeffrey est un enfant de la classe moyenne, fils d'un employé municipal et d'une assistante scolaire. Rien, absolument rien, ne le prédestine à fréquenter les sommets. C'est un élève doué, certes, un magicien des chiffres qui saute deux classes. Mais attention, voici le premier détail qui cloche. Jeffrey Epstein n'obtiendra jamais le moindre diplôme universitaire. Bien qu'il ait brièvement fréquenté des établissements comme le Cooper Union et l'Université de New York, sans jamais aller au bout de ses études. Pourtant, l'incroyable se produit. À seulement 21 ans, sans aucun titre en poche, il parvient à se faire embaucher comme professeur de mathématiques et de physique à la Dalton School. Vous m'avez bien entendu. Une école d'élite où se pressent les enfants des familles les plus influentes de Manhattan. Comment a-t-il fait? Il a séduit le directeur, il a capté l'attention, il s'est rendu indispensable. Mais son comportement avec les élèves dérange. En 1976, il est licencié pour insuffisance professionnelle. On pense alors que sa carrière est finie. Erreur. Elle ne fait que commencer. Car Jeffrey Epstein a compris une chose que les autres ignorent. Dans ce monde, ce ne sont pas les diplômes qui comptent, c'est le réseau. Grâce aux parents d'élèves qu'il a côtoyés, les portes de Wall Street s'ouvrent devant lui. Il entre chez Bear Stearns, ment sur son CV et gravit les échelons à une vitesse vertigineuse, se spécialisant dans la gestion de fortunes colossales et les stratégies fiscales complexes pour les ultra-riches. Il n'est plus le petit prof de Brooklyn. Il est désormais l'homme qui murmure à l'oreille des milliardaires. C'est à cette époque qu'il fait la rencontre qui va changer sa vie. Leslie Wexner, le richissime patron de Victoria's Secret. Wexner lui accorde une confiance aveugle, une confiance absolue. Il lui donne même accès à ses comptes bancaires et à la gestion de sa fortune personnelle. Epstein devient alors l'un des seuls clients connus de sa propre société de gestion, une structure entourée de mystères, dont l'opacité alimente encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. Il est désormais au cœur du pouvoir. Il achète un jet privé. Il s'offre plusieurs propriétés luxueuses, dont un immense manoir à Manhattan et surtout une île dans les Caraïbes, Little St. James, qui deviendra plus tard tristement célèbre. L'illusionniste a réussi son coup. Il est intouchable. Du moins, c'est ce qu'il croit. Nous sommes au milieu des années 90 et le prestige d'Epstein brille de mille feux. Il est partout, dans les galas, aux côtés de Bill Clinton, de Donald Trump ou du prince Andrew. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Plus il est vu avec les grands de ce monde, plus il semble intouchable. Mais derrière les sourires de façade, un système monstrueux se met en place. Et pour le diriger, Epstein a une alliée de taille, Ghislaine Maxwell. Fille d'un magnat de la presse, elle connaît tous les codes de la haute société. Ensemble, ils vont orchestrer ce que l'on peut appeler une véritable industrie du recrutement. Écoutez bien, car le procédé est d'une efficacité redoutable. Ghislaine approche de jeunes filles, parfois dans des centres commerciaux ou des quartiers défavorisés. Elle se montre maternelle, rassurante. Elle leur propose un travail simple, faire des massages à un homme riche pour une somme d'argent facile. Mais une fois la porte refermée, les massages deviennent des agressions. Et le pire, mesdames et messieurs, c'est ce système pyramidal. On promet de l'argent supplémentaire aux victimes si elles ramènent leurs propres amis.
Une adolescente en aurait ainsi recruté 40 à elle seule, une autre plus de 60. Pourtant, dès 1996, une femme courageuse tente de briser ce silence. Maria Farmer. Elle alerte la police, elle alerte le FBI. Elle raconte l'horreur, les menaces de mort de Maxwell, les gardes armés qui l'empêchaient de quitter certaines propriétés liées au réseau. Et que se passe-t-il? Rien. Aucune poursuite n'est engagée à ce moment-là. Il faudra attendre 2005 pour qu'une mère de Palm Beach découvre 300 $ dans le sac de sa fille de 14 ans et porte plainte. L'enquête s'ouvre enfin. La police locale identifie des dizaines de victimes et met en évidence un système organisé. Parmi elles, Virginia Roberts, recrutée alors qu'elle n'avait que 16 ans. En 2008, Epstein est au pied du mur. Mais là encore, l'incroyable se produit. Ses avocats concluent un accord controversé, un accord de non-poursuite fédérale. Il plaide coupable pour des faits réduits de prostitution impliquant une mineure, obtient une immunité élargie pour d'éventuels complices et ne passe que 13 mois en détention. Et tenez-vous bien, il bénéficie d'un régime extrêmement permissif. Il avait le droit de sortir de prison plusieurs heures par jour pour se rendre à son bureau. À sa sortie en 2009, on le pense fini, écarté, oublié. Mais non, le réseau tient bon. Il continue de fréquenter les cercles d'influence et de recevoir dans ses résidences de New York, en Floride ou sur son île de Little St. James. Mais le compte à rebours a commencé. Nous entrons maintenant dans le cœur du système. Car si l'ascension d'Epstein est une énigme, la manière dont il a structuré son réseau est d'une froide efficacité. Au centre de tout, Ghislaine, elle est, selon de nombreux témoignages, l'architecte opérationnel du recrutement. Élégante, issue de la haute société, elle inspire confiance. Elle approche les jeunes filles dans des lieux du quotidien, centres commerciaux, écoles, quartiers modestes. La promesse est toujours la même. De l'argent facile, 300 à 500 $ pour un simple massage. Mais une fois la porte refermée, la réalité bascule. Le système repose sur un mécanisme pervers. Transformer les victimes en recruteuses. Chaque nouvelle personne amenée rapporte de l'argent. Le réseau s'auto-alimente, s'étend, devient presque invisible. Dans les témoignages rendus publics au fil des années, les victimes décrivent un engrenage, des déplacements fréquents entre différentes propriétés, New York, la Floride, le Nouveau-Mexique et cette île isolée, Little St. James. Sur cette île, loin de tout, les récits évoquent un isolement total. Certains témoignages mentionnent la présence d'intermédiaires, dont Jean-Luc Brunel, lié au milieu du mannequinat, soupçonné d'avoir facilité le recrutement de jeunes femmes. Un élément revient souvent dans les enquêtes et les spéculations. La question du chantage. Des caméras auraient été installées dans certaines résidences. L'hypothèse, filmer des personnalités influentes dans des situations compromettantes afin de garantir silence et protection. Mais il faut rester prudent. Sur ce point, toutes les affirmations ne sont pas confirmées de manière définitive. Ce qui est certain en revanche, c'est ceci. Malgré les alertes, malgré les témoignages, malgré les premières plaintes, le système a perduré pendant des années. Nous pensions avoir touché le fond de l'abîme, mais les années qui ont suivi l'arrestation d'Epstein ont ouvert les portes d'un enfer de papier. Des milliers de documents judiciaires, d'emails et de témoignages ont été rendus publics au fil du temps. Et là, dans cette masse colossale de fichiers, l'incompréhensible surgit parfois entre les lignes. Mais attention, car ces archives révèlent surtout une réalité complexe, fragmentée, où chaque révélation soulève de nouvelles questions. Certains observateurs ont cru déceler des codes dans certains échanges, des mots qui reviennent de manière étrange. Pourtant, à ce jour, rien ne permet de confirmer de manière formelle l'existence d'un langage secret structuré. Et ce n'est pas tout. Les éléments matériels saisis dans les propriétés d'Epstein, comme les disques durs, les enregistrements ou encore certains équipements de surveillance, interrogent encore aujourd'hui. Pourquoi autant de matériel? Était-ce pour surveiller, pour se protéger ou pour exercer une forme de pression? Là encore, beaucoup de zones d'ombre subsistent. Puis, il y a ces morts qui alimentent les interrogations. Jean-Luc Brunel, l'agent de mannequin, est retrouvé sans vie dans sa cellule en 2022, avant d'avoir pu être jugé. Et bien sûr,
Impossible de ne pas évoquer Jeffrey Epstein lui-même, retrouvé mort dans sa cellule en 2019, dans des circonstances officiellement qualifiées de suicide, mais qui continuent de susciter d'intenses débats et interrogations à travers le monde. Entre les lignes des documents judiciaires, de nombreux noms apparaissent, des personnalités politiques, économiques, médiatiques. Mais il est essentiel de rappeler ceci. Apparaître dans des carnets d'adresses ou des registres de vol ne constitue pas, en soi, une preuve d'implication dans des activités criminelles. Jeffrey Epstein est mort, mais son ombre, elle, n'a jamais été aussi présente. Elle plane sur les nombreuses questions restées sans réponse. Elle plane sur ces victimes dont les vies ont été brisées dans le silence feutré de lieux coupés du monde. L'enquête a révélé beaucoup de choses, mais une partie de la vérité semble encore hors de portée. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais avant de nous quitter, prenons un instant pour regarder l'ensemble de ce puzzle. Aujourd'hui, si l'on s'en tient aux faits établis, le bilan est le suivant. Jeffrey Epstein est mort avant d'avoir pu être jugé dans le cadre des accusations fédérales les plus graves. Sa complice, Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison pour son rôle dans le recrutement et l'exploitation de mineurs. Certaines victimes ont obtenu des indemnisations civiles, mais la réalité reste plus amère. De nombreuses zones d'ombre persistent et toutes les responsabilités n'ont pas été établies publiquement. N'oublions jamais une chose essentielle. Derrière les dossiers, derrière les documents, derrière les théories et les débats, il y a des êtres humains. Il y a des vies brisées, des enfances volées et des traumatismes qui ne disparaissent pas. Cette affaire n'est pas qu'un sujet de discussion ou un phénomène médiatique. C'est une tragédie réelle. J'ai préféré vous raconter l'ascension de cet homme jusqu'au moment où l'on découvre, au fil du temps, les atrocités qu'il cachait. Plutôt que de vous détailler l'ensemble des dossiers, les accusations de viol ou de torture, et de dire qui est concerné ou non. D'autres créateurs le font mieux que moi. Et surtout, il faut comprendre une chose. L'affaire n'est pas totalement terminée. Des documents continuent d'être publiés progressivement entre procédures civiles et archives judiciaires. Certaines victimes poursuivent encore des actions en justice. Et il reste aujourd'hui des zones d'ombre importantes. L'existence d'un éventuel réseau, les responsabilités d'autres personnes, ou encore le rôle exact de certains proches. Plusieurs noms ont circulé au fil des années, mais peu de nouvelles inculpations majeures ont eu lieu. Alors la vérité, c'est peut-être celle-ci. Une partie judiciaire est terminée, mais toute la lumière n'a pas été faite. Et il est possible que nous ne connaissions jamais toute la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vous dis à plus tard. Ciao!